c'est pas de chance. C'est-à-dire que, on va utiliser Matomo pour, 2 choses. D'une part, mesurer les interactions, avec les bannières de consentement, voilà, et l'autre chose, ça va être de comparer les données remontées par Matomo avec un autre outil, donc là, typiquement Google Analytics, pour, pouvoir comparer, les données. Donc, avant de démarrer, normalement, vous avez donc, sur la page sur laquelle vous voyez la vidéo, en dessous, vous avez un chat. Alors, il faut créer un compte, pour que ça fonctionne. Ça prend vraiment, 30 secondes, mais je vous invite à le faire si c'est possible parce que, ça permet d'avoir des questions et c'est toujours plus agréable. Donc voilà, prenez peut-être, le temps, et puis, on va démarrer dans 30 secondes. Hem, donc, on va en profiter pour se présenter, hein. Donc, moi, je Mmh. suis Nicolas Chevalet. Je suis le fondateur de, Unnest, une société de conseil en data et data marketing. On fait beaucoup d'implémentations, Matomo, pour des clients et donc c'est la raison pour laquelle on vous présente cette conférence aujourd'hui. Je suis accompagné de Louis. Je te laisse te présenter, Louis. Voilà, merci. Alors, oui, donc moi, c'est Louis Dubruel. Je suis, lead, côté dashboard et BI chez Nest, que j'ai rejoint il y a 2 ans et demi. Voilà, donc on travaille avec Nicolas sur toutes ces, problématiques de, dashboard, analytics, BigQuery, donc on travaille beaucoup ensemble. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui? Donc, première chose, c'est on va parler du sujet, pourquoi on fait ce dashboard? Qu'est-ce qu'on mesure? On va vous montrer le tableau de bord, comment l'analyser et cetera. Et après, on va aller sur une partie un peu plus technique, qui est plutôt, un objectif pédagogique quand même. No expliquer en fait comment on collecte la donnée, donc, le tracking, c'est assez simple pour le coup. Et la deuxième partie, c'est extraction et modélisation, c'est-à-dire comment, en fait, on va envoyer la donnée depuis Matomo vers, un data warehouse, en l'occurrence, Google BigQuery, la donnée de GA4 également. On va croiser ces données-là pour pouvoir ensuite, les représenter dans un tableau de bord. Toute petite aparté pour présenter, Nest en 2 mots. Je vous disais, on est une société de conseil, en data. Nous, on fait toute la partie, tracking, évidemment, et puis après tout ce qui est intégration de données, en fait, donc des flux de données vers des data warehouse et après l'utilisation de la donnée pour, de l'analyse, du tableau de bord, et cetera. Et on est une petite structure, d'une trentaine de personnes, voilà, que j'ai créée il y a 2 ans. Hem et on va démarrer donc, avec, la problématique. Hem, donc, en gros, pour faire vraiment très simple, hem, je pars du principe, enfin, nous, on voit beaucoup de gens évidemment qui ont Google Analytics ou GA4, hem et donc le sujet de base, c'est que GA4 doit être soumis au consentement de l'utilisateur. Donc ça, vous le savez. Donc vous avez typiquement, vraiment 2 types de bannières. On ne va pas rentrer dans le détail de, ce qu'elles sont légales, pas légales et tout ça, mais celle de gauche où votre bouton «Refuser» et «Fermer» est un petit peu plus caché. Là, en gros, vous pouvez vous attendre en moyenne à des pertes de mesures de session de 30 à 35, c'est-à-dire de 30 à 35 des gens qui ne vont pas, interagir du tout ou alors qui vont refuser. Et si vous avez une bannière plus équilibrée avec un bouton «Refuser» et «Accepter» au même niveau, là, ça peut être beaucoup plus, ça peut monter à 45-55 en moyenne. Parce que ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, ce taux de consentement ou de refus, il est variable, en fonction des devices, des, sources et cetera. Hem, donc l'autre chose, c'est que, donc finalement, en réaction à ça, parce que les éditeurs de sites perdent beaucoup d'informations sur l'audience et ils ne savent pas combien d'informations ils perdent. Ils ont une vague idée du taux de consentement, mais c'est pas très précis et donc ça crée des problèmes pour l'analyse. Donc assez souvent, on se retrouve à mettre en parallèle de GA4, par exemple, un outil, exempté de consentement, par la CNIL, donc dans son implémentation exemptée, Matomo, et l'idée, c'est d'avoir les 2 outils en parallèle pour pouvoir, bah, dans un outil, faire des analyses, qu'ils ont l'habitude de faire et dans l'autre, mesurer une, donnée plus précise sur l'ensemble du trafic. Donc en gros, Matomo collecte plus de données que GA4.
En gros, quand vous avez une visite, là c'est ma première colonne, allez, il y a une petite partie qui n'est pas collectée dans Matomo parce que vous avez toujours des petits problèmes techniques, je ne sais pas, le tag n'est pas parti, des choses comme ça. Nous, quand on constate, quand on compare par exemple un back-office, par exemple, vous recevez, je sais pas, des demandes de devis ou de l'e-commerce, avec ce qu'on a dans Matomo, on a souvent quelques pourcents d'erreurs, 2, 3, 4%, ce qui est normal pour tous les outils d'analytics. En revanche, Google Analytics, vous avez moins de données. La première raison, c'est le consentement, donc c'est ce que je vous disais avant, avec des taux qui peuvent être très importants. Et la deuxième raison, c'est que les adblockers agressifs, enfin, en gros, les adblockers, une partie des adblockers bloquent Google Analytics. La plupart ne le bloquent pas, mais sur les réglages agressifs, le bloquent. Donc là, on peut reperdre encore une petite partie. Donc, au final, vous avez une différence assez importante entre les deux outils, et Matomo est toujours au-dessus. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, c'est on va vous montrer comment créer un tableau de bord qui permet de deux choses en fait, de comparer les sessions mesurées par Matomo avec celles mesurées par GA. Et ça, on va pouvoir le faire au global, par device, par pays, par campagne, etc. Et l'autre chose, c'est qu'on va aussi mesurer les interactions avec la bannière de consentement, affichage, acceptation, refus. C'est des stats qui en général sont fournis par l'outil de consentement. Mais là, en fait, on peut aller plus loin parce que du coup, on peut zoomer par device, par pays, par catégorie de page, par campagne, etc. Et là aussi, c'est des informations qui peuvent être précieuses. Voilà. Je vais laisser Parfait. Louis reprendre la main et vous présenter déjà le tableau de bord. Et moi, je reprendrai la main pour la partie plus technique. Voilà, donc comme l'a dit Nicolas, donc il y a deux insights en particulier qu'on peut tirer de cette analyse quand on tire parti des données de Matomo. C'est donc comparer les sessions GA4 et Matomo et également en savoir plus sur l'utilisation de la bannière de cookies par les utilisateurs. Et donc ici, par exemple, on est sur un dashboard GA4 seul. On va avoir donc des conversions par device, des conversions par channel, des données qui sont très classiques. Mais on sait que tout ça, c'est échantillonné, qu'on a perdu 35%, 45% de nos données, ici peut-être 58%. Et en fait, c'est dommage, ce manque d'information ne nous permet pas d'être sûr, d'être rassuré par la donnée. Et c'est pour ça, je vais prendre la main d'ailleurs sur la présentation, et c'est pour ça qu'on va, donc ça ici, on est du côté clair, blanc de la force, et on va passer du côté sombre. Donc on va mixer Matomo et Google Analytics 4 pour pouvoir extrapoler et avoir beaucoup plus d'informations sur deux parties. Donc on voit une partie donc sur ce dashboard-là qui était orientée très comparaison de session Matomo et analyse des cookies. Donc on a une partie sur la gauche, un panel qui nous donne toutes les répartitions de ces datas qu'on a mixées. On a mixé Matomo et Google Analytics 4 sur des clés de jointure qui sont les devices, les channels, ce que va expliquer Nicolas par la suite. Et sur le panel de droite, on a l'analyse par répartition également des données d'usage de la bannière de cookies. On va voir ça plus en détail. Ici, sur ce graphe central, donc là, première étape en effet, on compare l'écart entre Matomo et GA4. On a trois insights que va nous donner ce style de visualisation. Donc, on va suivre la tendance. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de voir si à un moment on a des pics de Matomo alors que les sessions GA4, elles sont pas forcément, ne suivent pas la même tendance. Ici, on s'aperçoit qu'on a la même tendance, donc a priori, on est rassuré sur le fait que l'écart entre Matomo et GA4 est assez constant. La tendance, analyser les tendances reste une façon très sûre de rassurer l'utilisateur sur sa propre donnée. Le deuxième insight qu'on a, c'est évidemment les sauts d'écart. On voit qu'on est sur 36, 33, 35, 34, 33%. Donc,
on n'a pas de saut en particulier, on n'a pas du 50% un jour donné, ce qui pourrait donner lieu à des alertes sur un problème, un souci de tracking côté GA4, ou voilà, aller diguer un peu, aller explorer pourquoi est-ce qu'on a cet écart-là. Et d'ailleurs, on l'explore par les channels, le breakdown par channel qu'on a également sur le dashboard, le breakdown par device. On va analyser si on a les mêmes écarts entre les devices Matomo ou les channels jusqu'à la source medium. Et le troisième, ici, donc, sur la droite de ce widget, on va avoir l'écart moyen dans le temps, sur la période sélectionnée, entre Matomo et GA4. Encore un insight, une information qui va nous permettre de se dire, OK, quand je présente mes informations à mon N+1, à quelqu'un à qui je rends des comptes, eh bien, je vais pouvoir lui dire, on a moins 33% d'écart entre du Matomo et du GA4, et donc on sait que on se base sur 60, maintenant ça fait 67%, si mes calculs sont bons, de la donnée. Ce qui, en tant que tel, rassure. C'est-à-dire que même si on n'a pas 100%, au moins on a l'information que qu'on est à 67%. Le deuxième point, et c'est là où c'est assez drôle au final, de se dire, mais alors comment l'utilisateur réagit à mes cookies, à ma cookie banner. En fait, j'en ai pas dit. Alors, ça intéresse aussi les UX designers comme la data. Il y a énormément d'insights qui peuvent en sortir. Et on s'aperçoit ici, en zoomant un peu, que on a par exemple plusieurs insights. Donc, on va pouvoir se dire il y a combien d'accept, combien de reject et combien de bounce, combien de taux de rebond sur la cookie banner. Est-ce que ma cookie banner finalement elle est vraiment pas top, et donc en fait j'ai 20%, 30% des gens qui bounce sur la cookie banner, qui rejettent ou pas. Donc en fait ça pourrait aussi permettre de faire des A/B tests, ce genre de choses. Donc là on s'aperçoit ici dans ce type de dashboard qu'on a 26% d'utilisateurs qui refusent les cookies, par exemple 25,8%. On a ici 10% des utilisateurs qui, eux, ont absolument horreur du bandeau, ils trouvent ça moche, ça les gêne dans leur navigation, ils n'ont pas envie d'accéder au site, et donc c'est de la perte pure. Et après, on va analyser, d'accord, mais est-ce que ce taux de rebond est le même en fonction des sources d'acquisition et même en fonction des devices? Donc, on s'aperçoit que par exemple, un insight ici, c'est que les utilisateurs qui viennent du paid media, du social, vont plus accepter les cookies que depuis le display, le référent. Donc, on a une répartition en fonction des sources d'acquisition macro, de ce que nous donne Matomo. Et là encore, je pense que Nicolas va expliquer sur voilà, comment on rapproche les sources d'acquisition de GA4 avec les sources d'acquisition de Matomo. Et là-dessus, peut-être juste pour intervenir, ouais. en fait, c'est souvent le point de départ. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe assez souvent, c'est que bon, il y a deux choses en fait pour lesquelles les gens finalement commencent à mettre en place ce genre de tableau de bord. C'est souvent quand on fait de l'e-commerce ou ce genre de choses, on aime bien comparer avec l'année dernière. Et donc les gens disent en fait, je fais moins 10% dans GA4, mais est-ce que je fais moins 10% parce qu'en fait j'ai changé la tête de ma bannière, ou est-ce que j'ai fait moins 10% réellement? Bref, ils ont du mal à comparer l'historique parce qu'en fait, ils ne savent pas la part qu'ils perdent. L'autre chose, c'est qu'en fait, souvent, sur des sources de trafic que j'ai appelées de mauvaise qualité, donc en gros du display pour la plupart, ou des campagnes de display justement assez peu qualitatifs, vous avez votre agence média, par exemple, qui vous dit j'ai acheté 100 000 clics, puis sur votre site, vous mesurez 10 000 visites. Et vous dites, mais en fait, il y a un problème de tracking, ou il y a un problème quelque part. Et la réalité, nous, ce qu'on constate très souvent, c'est qu'il y a certaines sources de trafic qui ont des taux de consentement réel très, très, très faibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est souvent du misclick. C'est-à-dire, je suis sur un site, je clique par erreur, j'arrive sur votre site et en fait, je ne voulais pas venir, donc je repars. Donc, je vais avoir un bounce. Ce qu'on appelle le bounce ici, c'est que les gens interagissent même pas avec la bannière. Énorme. Ou même ce sont des bots, en fait. Et on se rend compte qu'il y a certaines sources de trafic
des campagnes où vous avez 3% des gens qui interagissent, en fait, qui sont des vrais utilisateurs. Et c'est un signal, je trouve, toujours assez intéressant. Et ça permet aussi de se rassurer. Se dire, en fait, OK, mais je comprends, en fait, pourquoi j'ai cet écart entre ce que me donne la plateforme média et ce que je vois, moi, dans mon analytics site-centric, quoi. Je te laisse reprendre, Louis. C'est ça, et c'est exactement ça. Hem Et donc suite à l'analyse, de ces, des channels et des sources d'acquisition, on va pouvoir analyser aussi les sources, de devices. Et là, on s'aperçoit par exemple que le band, c'est similaire, sur mobile et sur desktop. Donc on pourrait se poser la question que le bounce, en fait, est tiré vers le haut par le mobile parce que la bannière, elle prend absolument tout l'écran et puis, les boutons sont pas forcément accessibles, l'expérience est mauvaise. Là, c'est pas vraiment le cas. Donc c'est pas ici, il n'y a pas de sujet de front, du X, à lever, ici. En fait, ce genre d'insight qu'on peut tirer. Hem, Fontaine, voilà. Et la dernière petite fonctionnalité, donc ça, c'est plutôt, hyper intéressant dans ce cas-là. Justement, suite à une mise à jour, par exemple, de la bannière de cookies, on a envie de suivre, ce qui se passe. Est-ce que l'utilisateur accepte, refuse, plus ou moins? Et en fait, hem il peut y avoir des bugs, il peut y avoir ce genre de choses. Et Looker Studio Pro, donc c'est une fonctionnalité qui est accessible, via Looker Studio Pro depuis une semaine ou 2, permet de recevoir des alertes. Donc par exemple, sur le chart de reject, de 25,8%, je configure une alerte, donc en view, hein, ça se passe donc en view, donc pour ceux qui ont une licence Looker Studio Pro, il y a une petite cloche qui apparaît au survol du chart. Et là, vous avez cette fenêtre ici, d'alerte, qui apparaît. Alors, le zoom fonctionne très bien, cette chose. Et on peut, lui donner une règle. Donc, je veux être alerté par mail, si, le KPI de mon chart est supérieur à, donc ici 0,20 pour 20%, et je reçois une alerte. Et donc ça peut être quand même hyper intéressant, pour être prévenu, de bugs sur les bannières d'outils, en fonction aussi des channels, en fonction du mobile, desktop, pour faire énormément de data, voilà, de qualité, par rapport à ça. Donc là, c'était un peu le petit plus qui concerne en fait, les utilisateurs de Looker Studio Pro, et qui dans ce cas-là est hyper intéressant. Je te laisse la main, ou tu veux, Très c'est bon? bien, merci Louis. Du coup, alors on a une question dans le chat, je vais répondre juste après. Là, en gros, je vais vous montrer comment on fait tout simplement. Donc c'est pas un tutoriel, hein, le but c'est d'être plutôt pédagogique, de montrer les différentes étapes. Je vous donnerai aussi des ressources vers des liens où les choses sont décrites plus précisément, mais c'est de montrer un peu comment on fait tout ça. Donc le premier point, c'est la collecte. Donc la collecte, vous avez votre collecte classique GA4, collecte classique Matomo, donc vos visites, vos pages vues, vos sessions, etc. Là, simplement, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter dans Matomo, parce que dans GA4, par définition, on ne peut pas le faire, vu qu'on n'a pas encore le consentement des gens pour le faire. On va mesurer l'affichage de la bannière, le clic sur le bouton accepter et le clic sur le bouton refuser, et puis éventuellement sur les boutons en savoir plus, etc. Bon, c'est très simple en réalité. Ça se passe là en l'occurrence dans Google Tag Manager, mais dans n'importe quel outil ça peut marcher parce que c'est vous voyez que c'est du HTML classique. Et donc là, c'est vraiment très très simple. En gros, c'est au moment de l'affichage, on envoie un événement qui s'appelle, donc de la bannière, hein, on détecte qu'elle s'affiche, on envoie un événement qui s'appelle display, et ensuite, si la personne elle clique sur le bouton accepter, on envoie accept, etc. Et là, c'est vraiment un écouteur très très classique du clic sur une div qui a ce nom-là. Voilà, en l'occurrence, c'est OneTrust sur cet exemple-là, mais ça pourrait être n'importe quoi, et ça se fait en quelques lignes de jQuery ici. Donc c'est vraiment très simple. Et tout simplement, dans l'interface,
je vais me retrouver avec cet événement qui va remonter. Donc ici, la catégorie, c'est CMP. Et puis ici, vous voyez, display, accept, denied, select, save. Donc ce qu'on voit ici, hein, c'est que j'ai 45 000 affichages, 21 000 acceptations et 6 000 refus. Donc ça fait 27 000 à peu près. La différence, c'est ce qu'on appelle le bounce. Une fois, c'est la bannière s'est affichée et par contre, il n'y a pas eu de clic ou de refus. J'y reviendrai peut-être un petit peu après, mais il ne faut pas oublier, enfin, vous n'avez pas ici chaque session a un display. Parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui est déjà venu sur votre site et qui revient et qui a déjà accepté ou refusé, ben, la bannière elle n'est pas représentée à nouveau. Donc c'est là où il faut faire quand même attention. Si c'est vraiment l'interaction avec la bannière, c'est pas exactement. C'est pour ça qu'on regarde aussi la différence de session entre les deux outils, parce que vous avez aussi cet effet des gens qui reviennent et qui ont déjà accepté ou refusé. Et donc il y avait une question qui était, en gros, dans votre dashboard intègre les données GA4 et Matomo. Est-ce que vous intégrez aussi les données issues de la CMP pour les stades d'acceptation ou de refus? Alors, en l'occurrence, non. Pourquoi? Il y a 2 raisons. C'est qu'en fait, la plupart des CMP, ils n'ont pas d'API pour, requêter, leurs données de stats. Et d'ailleurs, souvent, leurs données de stats ne sont pas très précises, en réalité. Par contre, on va comparer. C'est-à-dire que moi, ici, ça me donne un nombre d'affichages, un taux d'acceptation, un taux de refus. En général, les CMP, donc les outils de gestion du consentement, ont la même chose. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des écarts. Et souvent, on se rend compte que l'écart, le problème, il est de ce côté CMP, hein. Et donc quand même, on va les comparer, mais une fois qu'on est confiant, après on y va. Donc maintenant, on va regarder une autre partie un petit peu plus technique. Encore une fois, à la fois, je vais rentrer dans le détail, à la fois, c'est plutôt, pédagogique pour montrer comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme sujet? Donc, on a, mes données Google Analytics et mes données, Matomo et en fait, je veux les extraire. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons, mais déjà, je veux les croiser, donc de toute façon, on va devoir les extraire, mais on peut aussi imaginer d'avoir plusieurs propriétés Matomo parce qu'on a plusieurs sites, on veut tout mettre au même endroit, ce genre de choses. Donc on va, on a ici nos 2 sources de données. Je peux aussi avoir du Google Analytics 3 par exemple, pour des gens qui auraient eu, GA3 plus GA4, mais comme ça, je vais pouvoir reprendre tout l'historique et puis sauvegarder ma donnée d'ailleurs, GA3. Donc on va extraire la donnée. En l'occurrence, on va utiliser les API et coller la donnée, enfin stocker dans Google BigQuery, qui est le data warehouse de Google Cloud, en gros. Ensuite, on va faire une modélisation très simple, on va croiser les données, et après, ben, ça passe dans les mains de Louis, qui fait la data visualisation. Donc, ici, on part du principe qu'on est sur Matomo Cloud. Sur Matomo auto-hébergé, ça peut être un petit peu différent, parce que vous avez accès aux données brutes, vous pouvez récolter les données autrement. Et donc, dans Matomo Cloud, en gros, vous avez des API de reporting qui vous permettent d'appeler vos données, qui sont parfois un petit peu limitées dans les dimensions et les métriques qu'on peut requêter. Donc nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on utilise l'API qui requête les custom reports. Donc, en gros, on va créer un rapport personnalisé et après, ben, en fait, l'API appelle, donc dans l'interface, hein, je vais peut-être zoomer un petit peu, mais vous avez ça normalement, vous connaissez. Voilà, vous avez vos custom reports. Ici, j'en crée un, par exemple, avec le trafic par type de channel et puis par campagne et puis par pays, par exemple. Et ça va me donner une URL qui va me permettre de requêter via API ce rapport pour récupérer les données. Donc, c'est ce qu'on va faire après. Donc, la limite quand même, et elle est importante, c'est que vous êtes limité à 3 dimensions. Une dimension, c'est par exemple source, médium, campagne. Mais si je veux rajouter device, ben ça fait 4, donc ça ne marche pas. Donc il faut quand même se triturer parfois un peu le cerveau pour faire les bons custom reports par rapport à ce qu'on veut représenter ensuite dans son tableau de bord. Donc, alors, on avait aussi, sur ce point-là, sur les custom reports Matomo, je ne sais pas si tu en parles, mais on avait aussi une possibilité de concaténer plusieurs dimensions en une colonne pour pouvoir, éviter d'avoir cette limite de 3. On avait testé ce genre de choses. Oui. Oui, alors ça, effectivement, il y a une autre technique un peu brutale, même qui consiste à, au moment en fait, de collecter la donnée, donc dans le tracking,
plutôt que d'avoir, par exemple, vous voulez des custom dimensions personnalisées, plutôt que d'en avoir, 10, en fait, vous envoyez carrément un JSON et donc vous envoyez vos données brutes ou alors vous les concaténez et comme ça, après, on peut les récupérer plus simplement. Donc c'est une manière un petit peu de tordre l'outil pour, avoir ce que vous voulez. Donc une fois que j'ai mon URL, donc j'ai créé mon rapport personnalisé, j'ai mon URL, que je veux requêter, bah, on va la requêter. Donc ça, pour requêter des API, il y a 1000 manières de le faire. En l'occurrence, ici, qu'est-ce qu'on fait? On est donc dans Google Cloud, on utilise, une Cloud Function en Python. Cloud Function, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, en gros, c'est comme si vous aviez un mini serveur qui s'allume, juste pour exécuter votre fonction et qui s'éteint ensuite. Et cette fonction, pareil, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais en gros, elle fait un appel assez simple. Donc ici, vous voyez, je retrouve mon URL d'API. Donc j'ai mon ID de site, j'ai ma période, et puis je dois avoir mon ID de je ne sais plus quoi. Et en fait, je lui dis, je lui demande un peu ce que je veux comme données. Donc en général, dans tous ces trucs-là, en fait, vous avez une première requête qui va récupérer votre historique, et après vous avez une requête, par exemple, quotidienne qui va récupérer la donnée de la veille. Voilà. Et après, la suite de la fonction qui n'est pas écrite là, c'est j'écris cette donnée dans Google BigQuery. Alors, si vous voulez aller plus loin là-dessus, si vous voulez vraiment le détail du code, c'est pas compliqué. Vous allez dans Google, vous tapez Matomo BigQuery ou n'importe quoi qui ressemble, et normalement, notre site est en première page avec tout le détail, et donc y compris le code, etc., qui vous permettra de reproduire. L'autre chose aussi, c'est on a deux collègues à nous qui donnent une conférence à 14 heures en anglais dans ce même Matomo Camp qui vont vraiment aller plus loin dans le détail technique sur cette partie. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je récupère? Donc, je suis là ici dans BigQuery, donc le data warehouse de Google Cloud. Et donc ici à gauche, j'ai mon projet. Et dans mon projet, ici, j'ai mes sources de données externes. Il se trouve que nous, là, par exemple, on a récupéré tout l'historique des données Google Analytics 3. On récupère des données Facebook, etc. Et puis, je récupère ma donnée que je viens de créer précédemment avec ma Cloud Function de Matomo. Donc, à quoi ça ressemble? Ben, c'est très simple. Vous avez une ligne par date, label, avec les sessions, page view, etc. Donc là, vous voyez que je ne récupère pas 3 colonnes, j'en récupère une seule. C'est comme ça, c'est ce que fait l'API. Et elle me les sépare avec des tirets. Donc je récupère, ici j'ai campagne par exemple, nom de domaine, et la troisième, je ne sais pas ce que j'ai mis ici, mais ça doit être le nom de la campagne. Puis en fait, ici c'est channel grouping, nom de domaine et le nom de la campagne. Donc j'ai cette donnée de base. Je fais une première transformation très simple, vraiment très simple. C'est on déduplique parce que parfois, quand vous faites la récupération de données historiques, puis chaque jour, vous avez des lignes dupliquées, et puis on sépare nos colonnes. Voilà, ici je récupère donc voilà, ici mes 3 dimensions sous forme de colonnes, donc ça c'est vraiment très simple. Ça se représente par une requête SQL qui est automatique, quoi, et qui sépare les données. Deuxième transformation, donc là, il faut partir du principe que vous avez fait la même chose avant avec GA3 et avec GA4. Donc, GA3, bah, comme l'outil ne marche plus, de toute façon, vous pouvez soit faire via des appels API sur la reporting API de GA3, soit même carrément faire un export une fois et charger votre fichier CSV. D'ailleurs, faites-le parce que en juillet 2024, vous n'aurez plus accès aux données historiques. Et puis GA4, il y a deux manières. Soit vous utilisez l'API de reporting, soit il y a un transfert automatique des données de GA4 vers BigQuery qui est gratuit, mais après, il faut retraiter un peu la donnée quand même. Donc là, on part du principe que vous avez vos données GA3, GA4 et Matomo dans votre data warehouse, donc ici dans Google BigQuery. Et on va faire quelque chose de très simple. C'est une petite jointure sur mes dimensions et mes métriques pour se retrouver avec une table unique. Et dernière petite étape de transformation, il faut un petit peu uniformiser. Donc, en gros, ici, c'est un petit exemple sur les channel grouping. C'est-à-dire que, typiquement, dans GA4,
votre channel grouping de other, ils peuvent s'appeler other avec une parenthèse ou unassigned, et dans Matomo, ça s'appelle other. Pareil, sur GA3, si je ne me trompe pas, c'est direct, et sur Matomo, c'est direct entry. Sur GA, c'est organic search, et sur Matomo, c'est search engines. Donc en fait, voilà, il faut simplement faire ça. Il faut faire la même chose sur les device catégories qui n'ont pas exactement les mêmes noms. Un tout petit peu plus tricky, c'est qu'il faut faire la même chose sur les campagnes. Et là, vous avez des petits effets quand même, qui sont que donc les campagnes, elles sont récupérées dans les UTM en général, UTM source, medium, campagne, et elles remontent de la même manière en théorie dans GA et dans Matomo, mais ils ne traitent pas les caractères spéciaux de la même manière. Donc, typiquement, l'un des deux outils, je ne me rappelle plus lequel, qui supprime les majuscules, enfin, qui les met tout en minuscules. Il y en a un qui supprime les caractères particuliers, il y en a un qui supprime les accents, etc. Donc il y a quand même quelques toutes petites transformations à faire pour pouvoir réconcilier totalement vos données. Et ben voilà. Et ben du coup, qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? J'ai fait ma jointure de mes données Matomo GA3, GA4. J'ai fait quelques petites transformations pour que mes données soient comparables. Et je me retrouve avec ici une table. Donc, on la met dans ce qu'on appelle un data mart. Souvent, quand on fait de la data ingénierie, il y a ce genre de logique, c'est-à-dire que vous avez d'un côté vos sources brutes, vous faites des transformations et vous créez ce qu'on appelle un data mart, où il y a plein d'autres noms, qui est les tables finales qui vont être utilisées par les analystes ou pour faire des dashboards. Donc ici, dans ce cas-là, j'ai celle-ci qui concatène les données GA3, GA4 et Matomo, et dans laquelle moi, je vais retrouver en fait la même chose qu'avant, donc par site, par channel grouping, mes infos sur la source de données et sur les sessions. Et donc voilà, ça va pouvoir me permettre de comparer, déjà d'avoir GA3 avant et GA4 après sur le même graphe, en fait, et de comparer GA3, ou GA4 et Matomo sur le futur. Voilà, je regarde s'il y a des questions. Je n'en vois pas. Donc voilà, c'était un peu ce Ouais, sur ce dernier point, donc on arrive à que sur Looker Studio, on utilise une table qui est jointe côté BigQuery entre GA3, GA4, Matomo, ce qui est l'idéal pour des raisons de performance, de calcul, tout est fait en bac, on est vraiment voilà. À savoir qu'il est tout à fait possible. Donc dans le premier dashboard qu'on a montré, là on était parti de 2 tables BigQuery, une GA4 et une Matomo qu'on avait blend, qu'on avait jointe en front sur Looker Studio. Et il est également possible, je ne sais plus si on a eu le cas, d'avoir Matomo sur BigQuery et d'utiliser le connecteur natif GA4. Donc si vraiment il y a le travail côté back et vous le faites sur Matomo uniquement, voilà, il n'y a pas de, sachant que par rapport à la question des connecteurs pour Looker Studio, il n'y a pas de connecteur efficace, en tout cas à ma connaissance, sur Matomo, donc il vaut mieux passer par BigQuery. Voilà. Et c'est les connecteurs tiers, hein. C'est pas, voilà, c'est malgré nos tests, on se dit bon, passons par BigQuery sur Matomo à minima, et ensuite vous pouvez faire des jointures avec GA4 sur un connecteur natif si vous n'avez pas envie de travailler sur la flatten GA4. Voilà. Ouais, donc là, dans le studio, on retrouve effectivement nos tables, ici, la même GA3, GA4, avec les dimensions. On calcule ici le pourcentage d'écart, parce que des fois, c'est sympa de l'afficher. Donc ici, voilà, mon graphe, il est très simplement, j'ai ma date ici, j'ai mes deux métriques qui sont les GA Sessions et Matomo Sessions. Encore une fois, les GA Sessions, c'est GA3 à un moment, puis GA4. Et puis derrière, je peux faire les différents graphes par channel, par ce que je veux. Voilà un peu pour ce qu'on voulait vous montrer. Encore une fois, le but, c'était d'être assez didactique sur plusieurs logiques. Un, c'est finalement, moi, je pense qu'un outil qui mesure une partie de l'audience qu'on ne connaît pas et qui est probablement autour de 65%, c'est pas très utile. C'est-à-dire que avoir par exemple que GA4 qui, en respectant l'exemption de consentement, parce qu'après on pourrait parler du consent mode de ces trucs-là, mais en respectant le consentement utilisateur, pardon. En réalité, c'est un biais énorme pour les analyses. Donc, ça me semble être une bonne pratique d'avoir au moins un outil comme Matomo en parallèle, et donc derrière d'utiliser typiquement ce type de démarche. L'autre chose aussi que je trouve intéressante, c'est
en fait, dès qu'on veut croiser de la donnée de Matomo avec d'autres choses, en fait, on va se retrouver avec ce type de logique, parce qu'encore une fois, les autres types de connecteurs ne sont pas forcément très très bons. Donc, cette logique de envoyer la donnée Matomo vers BigQuery, c'est utile dans pas mal de cas en réalité. D'autres choses qu'on peut faire aussi, ici, au moment de la collecte, donc on suit l'affichage de la bannière, le clic accepté, le clic refusé. Comme je vous disais, il y a aussi tous les gens qui arrivent et qui ont déjà accepté ou refusé. Donc, une autre manière une analyse complémentaire, c'est d'envoyer une custom dimension avec le statut du consentement. C'est-à-dire, la personne, elle arrive, je sais si elle a déjà accepté ou refusé les cookies et j'envoie cette information-là. Et donc, ça me permet aussi de rajouter cette analyse-là. Si vous avez Matomo en auto-hébergé, c'est différent. Vous pouvez utiliser l'API, mais vous pouvez aussi, vous avez votre base de données MySQL, et donc vous pouvez faire directement l'extraction vers BigQuery. Par contre, il faut juste s'assurer que vous faites bien les requêtes pour récupérer les bonnes métriques. Et puis, il y a dans la roadmap de Matomo l'export automatique des données de Matomo vers BigQuery, qui devrait normalement permettre de gagner du temps sur l'étape d'injection de données. Voilà pour nous. Je ne sais pas si... voilà. Alors, Ronan nous dit normalement fin novembre. Donc c'est demain, donc j'attends avec impatience de pouvoir tester cette fonctionnalité. Voilà pour nous. Comme je disais, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, encore une fois, vous allez dans Google, vous tapez Matomo BigQuery, vous tombez normalement sur notre page et vous aurez un peu plus de détails, etc. Et puis du coup, vous pourrez voir aussi d'autres contenus qu'on a pu produire sur Matomo. À 14h, il y a la conférence qui, donc, sur le papier, c'est moi qui suis marqué comme speaker, mais en réalité, c'est deux collègues à moi qui en anglais, où en fait, ils vont entrer vraiment dans le détail de cette partie extraction des données, etc. Voilà, je pense qu'on arrive au bout. De mon côté, j'envoie dans le chat l'URL du dashboard, du premier dashboard qu'on a présenté, voilà, qui vous permet de naviguer. Donc, normalement, c'est accessible en vue. Je vous envoie ça. Écoutez, super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Louis. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de regarder les questions qui étaient mises dans le chat. J'ai l'impression que oui, puisque j'ai vu Nicolas passer dans le chat. Donc, je ne sais pas s'il reste des questions en suspens. Je pense pas. Non. Mais s'il y en a, n'hésitez pas à vous manifester. Mais je ne pense pas. J'ai l'impression qu'on a répondu aux questions quand elles sont arrivées. D'accord, on laisse éventuellement 20-30 secondes pour l'audience pour écrire quelques petites questions dans le chat s'ils en ont. Donc en effet, un faux off que je peux pseudo-communiquer, que je viens déjà de communiquer du coup dans le chat. Il y aura bien du coup un export de DO. Alors ça, c'était déjà annoncé depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous aviez eu l'information, si vous avez un compte dans le cloud de Matomo. Donc là, on parle bien d'une intégration développée par l'équipe de Matomo et non pas par une tierce personne qui permettrait en fait depuis Matomo d'envoyer les données dans BigQuery. Donc dans mon oreillette, on m'a indiqué que c'était pour la fin novembre. En fait, c'est tout indiqué hier. J'ai juste notamment une question de Stéphane Koenig à l'équipe de Matomo. Donc j'ai pu voir une demande passer par rapport à ça. Donc en fait, tout est prêt. Je pense qu'après, d'ailleurs, c'est la question d'appuyer sur le bouton et normalement, donc ce sera pour la fin de ce mois-ci. Mais je précise, c'est bien pour les utilisateurs du cloud. C'est pas pour les personnes qui sont sur du Matomo on-premise. Ça, j'ai pas d'informations du coup à ce sujet. Alors, je vois pas de questions dans le chat arrivé. Vous avez un merci de la part de Ronan pour le Looker Studio. Alors, pour la suite, comme l'indiquait tout à l'heure, donc Nicolas, à 14h, vous avez une conférence en anglais faite par l'équipe de Unest. Sinon, à 11h, vous aurez donc dans cette même salle une conférence de Justine Gonzalez sur analyser vos données sur Matomo, comprendre et prendre du recul. En même temps, vous avez une conférence faite en anglais par Stéphane Koenig sur le plugin qu'il a développé qui permet de faire un petit peu la même chose que fait Google Form, mais dans Matomo, qu'on appelle donc Matomo Surveys Plugin. Et en salle 1, vous avez une conférence Mastering Matomo Analytics Essential Tips and Tricks for Marketers.
Voilà. Ben, écoutez, une fois de plus, je vous remercie, Louis, Nicolas, pour votre présentation et je vous souhaite une très très bonne journée. Et merci une fois de plus pour votre Bonne participation. journée. Merci, bonne journée. Merci à toi, Merci. Ronan. Salut.